Bonjour à toutes et à tous, vendredi, ici, on parle d'entrepreneuriat avec celles et ceux qui rendent vivante notre restauration. Aujourd'hui, je suis heureux de donner la parole à Julien Fouin, car c'est une figure de la food que j'ai rencontrée il y a près de 20 ans, que j'ai croisé, à dire vrai, lors du tout premier sujet que je réalisais en télé sur le terrain de la gastronomie. C'était pour Cuisine TV, à l'époque on était en 2008, et lui, il avait tout simplement monté un magazine. Ça s'appelait Régal, ça marchait très bien, et c'était un des titres les plus exposés côté cuisine. Et puis j'ai appris ensuite qu'il avait franchi la ligne, qu'il avait ouvert 1, puis 2, puis 3, puis pas mal de restaurants. Mais pas seulement. On s'est retrouvés grâce à ce podcast, notamment au gré d'événements par la suite qu'organise aussi, service compris, un incubateur, accélérateur pour les food entrepreneurs qu'il a cofondé. Et je lui ai donc proposé récemment de raconter son histoire de restaurateur qui n'a donc pas du tout commencé dans un restaurant. Aujourd'hui donc, il est à la tête avec Ludovic Dardennay du groupe Vertigo. C'est à eux qu'on doit Glou, Jaja, mais aussi cette brasserie que j'aime tellement, Grand Cœur, qu'ils ont fondé avec Mauro Colagreco. Il y a Bon Vivant aussi, ils sont aussi à Lyon, du côté du Mont Ventoux, bref. Il est loin le temps de la carte de presse et aujourd'hui, Julien sait de quoi il parle quand on cause restauration. Et vous allez voir qu'il a des convictions sur ce qui fait les clés d'une adresse, une certaine vision aussi qui place notamment ses restaurants sur le terrain du loisir plutôt que sur celui de la gastronomie à proprement parler, et ça donne un épisode sacrément intéressant, inspirant, car oui, on peut ouvrir des restaurants quand on a passé une grande partie de sa vie à faire autre chose et à vivre autrement. Moi, c'est David Ordonneau, vous écoutez Chef d'entreprise, le format entrepreneuriat du podcast Chef, et je vous propose donc de découvrir maintenant l'histoire de Julien Fouin. J'ai grandi à la campagne, dans un petit village, 500, 600 habitants, dans l'Urpois, à la limite de la Beauce, village à une petite vallée à 70 km au sud de Paris. Mes parents avaient fait le choix à la naissance de ma sœur en 1967, juste avant mai 68, de quitter Paris, là où ils travaillaient, pour aller s'installer à la campagne. Bon, ils ont continué toute leur vie de travailler à Paris, mais ils faisaient les allers-retours, ce qui n'était pas commun à l'époque. Et j'ai grandi là toute mon enfance, très heureuse, vraiment à la campagne, hein. C'était petit village, très paysan. Une grosse partie de la population vivait encore beaucoup, c'était agricole, hein, très agricole. Et je suis venu à Paris à 17 ans pour mes études. En première, je suis venu, et puis terminale, et j'ai eu du mal à m'installer, à me faire à Paris au début, parce que j'étais vraiment plutôt quelqu'un proche de la nature. La ville, je la supportais difficilement, donc je faisais les allers-retours. J'avais presque 4 heures de trajet par jour en RER. Je me levais très tôt, je rentrais très tard. J'ai fait ça de mes 16 à 18 ans. Puis finalement, à 18 ans, je me suis installé à Paris et je suis resté faire mes études à Paris et travailler à Paris pendant 25 ans. Finalement. C'était quoi l'idée à ce moment-là, quand tu parles d'études, justement, tes parents, ils t'ont encouragé à faire des choses, toi, t'as eu une indépendance de perspective, ça s'est passé comment, en fait, cette orientation? Alors mes parents étaient profession libérale, ils ont touché à pas mal de métiers différents, je pense que j'ai été élevé dans une famille qu'on pourrait dire bourgeois bohème, mais vraiment au sens propre du terme, bien avant l'heure. Mes parents étaient fils d'instituteurs et d'ouvriers plutôt. Ils sont sortis de leur catégorie socio-professionnelle un peu tout seuls. Pas mal autodidacte, et les chats ne faisant pas des chiens, on a reproduit un peu le même truc. Moi, j'étais pas très doué à l'école, je vais pas le cacher, je faisais pas grand chose, j'étais pas très scolaire, et j'ai eu le déclic simplement en redoublant ma terminale. Je me suis dit, bon là, faudrait peut-être que tu te donnes un petit coup de pied au cul quand même, parce que bon, voilà. Et donc ma deuxième terminale, j'ai commencé à bosser, vraiment. Et puis j'ai eu le déclic en travaillant. Après, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas viser des études un peu plus importantes. Je saurais pas te dire trop comment ça m'est venu à l'époque, mais prépa Sciences Po. J'ai fait une prépa Sciences Po. Et puis là, j'ai vraiment fait que ça, travailler pendant un an, que travailler. J'ai pris assez plaisir là dans les études et dans le goût d'apprendre, et c'est un peu le rêve de tout parent quand même, hein, quand je t'entends, hein, l'étudiant qui se découvre tout seul et qui se met à bosser, qui j'étais pas scolaire, je lisais pas trop, j'étais, comme je le disais, plutôt à aimer être dans la nature,
bah voilà, j'étais un jeune garçon de la campagne qui avait une mobilette, qui était toujours fourré dehors, qui plus jeune faisait des cabanes dans les bois et voilà et donc c'était ça le deal. C'était et après bah les études, voilà, je me sentais de plus en plus à l'aise et je me suis dit pourquoi pas. Je savais vraiment pas ce que je voulais faire. Ouais, vraiment pas. Dire. Est-ce qu'à un moment il y a quand même une perspective? J'ai eu aucune vocation de rien. Je ne savais pas du tout où je voulais aller. Et mais tu bossais quand même. Mais ça t'a. Alors je bossais à l'école beaucoup, mais je savais vraiment pas ce que je voulais faire. Et à l'époque, mon père avait été architecte. Il avait été interviewé par un journaliste du Parisien. J'avais trouvé ça sympa. Je lui ai dit tiens, pourquoi je ferais pas du journalisme? Mais un peu comme ça. Pourquoi je ferais pas du journalisme? Comme pourquoi je vendrais pas des voitures? Enfin bon, non, peut-être pas, mais quand même, j'étais pas très à l'aise à l'écrit, que j'étais pas non plus très à l'aise dans la lecture et tout ça. C'était bizarre que j'ai choisi cette voie, mais j'étais fan de sport et de vélo, j'étais fan de VTT et je faisais beaucoup de compétitions de VTT à l'époque et j'étais dingue d'une revue qui s'appelait Vélo Vert et j'y suis allé un peu au culot. Un jour, j'ai écrit à Vélo Vert et j'ai dit bah tiens, j'aimerais bien travailler pour vous, mais comme ça complètement par hasard. Drôle. Et à l'époque, Didier et Vélo Coste Vert ne recevait peut-être pas non plus masse de demandes. Non, alors Didier Coste, c'était un très grand journaliste qui avait été très longtemps rédacteur en chef de Moto Verte, Moto Revue, voilà, qui avait fait plusieurs fois le Dakar et qui avait senti le vent tourner en disant de lever les tétés et d'arriver aux États-Unis, il va arriver en France. Et dans son garage à Chatou, il avait créé cette revue Vélo Vert. Je me souviendrai toujours m'être déplacé là-bas et d'être tombé sur un homme très ouvert d'esprit qui m'avait accueilli et qui m'a fait faire quasiment mes premières piges, on va dire, dans un univers que j'adorais, le vélo. Et comme j'étais aussi dingue d'écologie et d'environnement à l'époque, à côté de ça, je militais pour des associations de protection de la nature. J'avais qu'une idée en tête, c'est de partir à la conférence de Rio qui avait avoir lieu en 92 et d'être accrédité là-bas et donc de faire mes premiers articles pour des magazines qui pourraient m'accréditer. Donc j'ai commencé en parallèle à mes études, où je m'ennuyais un peu dans les études parce que j'avais pas réussi Sciences Po quand même. Comme je disais que j'étais pas très bon jusqu'au bout, j'ai pas été très bon. J'ai raté les concours à Sciences Po. Et donc c'est cohérent. Et du coup, je me suis retrouvé en fac, à l'Institut d'études sociales de la Cato. Et on bossait, mais par rapport à ce que j'avais fait en prépa Sciences Po, c'était assez calme. Tranquille. Et du coup, je me suis retrouvé avec beaucoup de temps et je me suis dit, tiens, j'ai envie de bosser à côté. Et j'ai commencé à faire des piges, à écrire pour des journaux, notamment un magazine africain, qui était très spécialisé, où j'ai commencé à écrire des articles sur l'écologie, l'environnement et tout ça. Et voilà. Et ça a été un peu le déclic, à la fois cette revue où j'étais passionné Vélo Vert, et puis après, la suite, la conférence de Rio où je suis parti tout seul à 21 ans là-bas avec mon accréditation sans connaître personne et avec juste pour mission de faire un article, mais je suis resté quand même 15 jours et donc pour moi ça a été un truc inouï parce que je suis arrivé, je savais même pas où j'allais dormir, c'était vraiment l'aventure. Il faut qu'on le dise ça parce que les gens connaissent pas forcément ce revers. Moi, je vois exactement ce que ça veut dire. Mais partir tout seul avec une accréditation, ça veut dire que donc l'événement nous autorise à pouvoir pratiquer notre métier sur les lieux de l'événement, rencontrer des gens au titre de l'exercice de notre discipline. Mais partir tout seul, ça veut dire que tu sais pas qui tu vas voir, tu connais personne. Rien. Donc t'arrives avec ton stylo, ton badge et débrouille-toi. Voilà. Et j'étais hyper naïf parce que j'étais vraiment naïf. Je rêvais de ça, mais je me disais, 150 chefs d'État, Rio. Mais il faut se remettre dans un contexte où il y avait rien, il y avait pas de téléphone portable, il y avait rien. C'était encore, à l'époque, il y avait encore des sténos. C'est-à-dire que les journalistes des quotidiens, ils passaient un coup de téléphone, il y avait une sténo qui prenait, ils tapaient sur des machines à écrire. Ça, il y avait même pas, il y avait même pas de PAO, c'est-à-dire qu'il y avait même pas d'ordinateur portable, il y avait rien. Donc, et donc moi, je suis arrivé là-bas. C'était encore une ville quand même qui avait à l'époque été un peu nettoyée, on va dire, pour accueillir les chefs d'État. Parce que c'était la première. Pour quel média? Alors pour un magazine. Un hebdomadaire qui s'appelait Marchés tropicaux et méditerranéens. D'accord. Ok. Donc vraiment, tu y allais pas pour. Non, alors l'histoire. Parce que quand tu vas pour un grand média, ça t'ouvre aussi des portes. Oui, et là, ça rajoute encore une strate. C'est que personne te connaît, personne connaît ce média. J'avais pas fait d'école de journalisme. Ouais, c'est ça. J'étais autodidacte. Je savais
pas très bien écrire à l'époque, faut dire les choses. J'avais pas beaucoup de techniques journalistiques parce que c'était mes débuts. Et drôle. donc j'étais vraiment allé au culot total. Et comme je le disais, que mes parents me soutenaient tout le temps. Et me disaient, bah oui, tu veux y aller, vas-y. Ils m'ont aidé un peu à financer quand même mon billet. Je travaillais l'été, je faisais des hot dogs pour me payer un peu mes trucs, mes billets et machin. Mais voilà, j'étais parti, j'avais été aidé par mes parents et mes parents pas inquiets, mais quand même en se disant bon, c'est culotté. Ils m'avaient juste dit bah tiens, peut-être que il y a un contact de quelqu'un qui connaît là-bas une prof de français. Et bon, moi je me dis non, je vais arriver quand je dis que j'étais naïf, je me dis je vais arriver à me loger là-bas. Mais en fait, c'était impossible de se loger à Rio à l'époque. Et puis je veux dire, tous les hôtels étaient pleins. Et puis même j'avais pas les moyens de me payer un truc. Bien sûr. Donc je suis arrivé, je me souviens le soir, la nuit commençait à tomber. Je commençais à flipper de pas savoir où j'allais passer la nuit. Ouais. Et donc je me vois, il y avait des cabines téléphoniques, prendre me débrouiller pour acheter une carte, passer un coup de téléphone là-bas à ce contact que j'avais, qui me renvoie vers un contact où j'ai trouvé une piole dans un appartement, mais dans un quartier qui allait, mais il y avait des quartiers dangereux à l'époque, et où je me souviens très bien quand je suis arrivé dans cet appartement et tout, la nana me dit bon bah voilà, là c'est votre chambre, mais alors faut pas boire l'eau du robinet parce qu'il y a le choléra. Donc il y avait le choléra à l'eau du robinet quoi. Moi j'arrivais de mon village dans la Beauce à 21 ans, je dis ok d'accord, l'aventure quoi. Ça a été génial. Ça a été vraiment voilà mais ça c'est marquant parce que quand on prend à cet âge-là le parti de vivre une telle expérience, c'est qu'on se dit quelque part qu'il y a une voie qu'on a envie d'emprunter, et celle du journalisme en l'occurrence elle se dessine assez vite. On va venir forcément pour ceux qui nous écoutent à parler de gastronomie, mais voilà, il y a quand même une partie de ta vie qui a commencé par s'inscrire sur cette ligne-là quoi. Ouais, alors c'était peut-être le journalisme, mais surtout je pense que c'était véritablement mon appétence pour l'écologie, pour les sciences de la terre, les sciences de la vie. J'étais fasciné par cette conférence de Rio, par les problématiques environnementales à l'époque. Hein, c'était vraiment ce qui me passionnait voilà en tant que jeune citoyen, et par les sciences politiques aussi. J'avais fait des études de sciences politiques et voilà, j'étais passionné par toutes ces questions. Et c'est ça plus que le journalisme en fait qui m'a poussé à aller là-bas. La matière, et après quand je suis revenu de cette aventure que j'ai fait Est-ce que t'étais content de ton article au final? Je crois même pas que j'étais très content de mon article, j'étais pas très fier, j'étais un peu emprunté, de temps en temps je me retrouvais, je me disais mais qu'est-ce que je fais là dans les délégations? J'étais noyé dans toutes ces conférences, je ramenais plein de documentaires, mais je me dis qu'est-ce que je vais faire de tous ces documents, qu'est-ce que je veux faire de toute cette matière énorme? J'avais des gens, je les voyais, ils avaient des articles à faire tous les jours, ils avaient quelquefois 2 articles à faire par jour parce que du coup je m'étais fait copain avec des journalistes plus âgés que moi, notamment un journaliste avec qui je suis resté ami longtemps après, qui s'appelait Jérôme Strazula, qui était au Figaro, qui était un ancien médecin qui lui avait une vie non plus pas banale, qui de la médecine était passé au journalisme scientifique et qui s'était retrouvé là-bas, mais qui avait 10 ans de plus que moi, il avait une trentaine d'années. Et donc c'est ces cooptations, c'est ces rencontres qui après m'ont fait dire que bah voilà, j'avais envie de découvrir ce métier, mais ça a mis du temps parce que en fait il a fallu 3 ans un peu de galère et de pige à droite à gauche pour que j'ai mon premier CDI dans la presse. Et ça a été long, 3 ans. Je me suis souvent découragé en me disant, non, mais ce métier, c'est trop dur, c'est pas pour moi. Sachant que aujourd'hui, je pense que l'obtention d'un CDI dans un groupe de presse est encore plus compliquée et je pense que ça a toujours été compliqué. À l'époque, je me souviens que quand je voulais faire ce boulot-là et que j'en parlais un peu autour de moi et que j'avais pas fait d'école de journalisme, j'avais pas fait le CELSA, j'avais pas fait Lille, les gens auxquels je me retrouvais confronté dans les rédactions, c'était des gens qui avaient des écoles de journalisme, c'était des gens qui étaient assez brillants, qui avaient au moins ce bagage-là et qui rentraient quelquefois par une voie qui était on va faire des stages où on connaît un tel, où j'ai un prof qui m'a orienté vers là. Moi, j'arrivais à force de travail et surtout, je pense, j'ouvrais les portes quoi. C'est-à-dire qu'on me disait non, je revenais, on me disait non une fois, je revenais, je me décourageais jamais. Mais j'ai eu quelques moments de lassitude, oui, bien sûr, parce que je gagnais pas très bien ma vie, la pige, on gagnait pas super bien sa vie, je me disais est-ce que je veux vraiment réussir là-dedans, et puis j'avais envie de réussite quoi. Je peux le dire, j'étais ambitieux, j'avais vraiment envie que ça fonctionne.
Et donc voilà. Mais comme je l'ai dit en préambule, je crois que j'avais des parents et surtout ma mère qui avait passé sa vie à pousser les portes, à faire plein de métiers différents. Et donc j'avais cette culture familiale de jamais se décourager. Et d'y aller à fond, quoi. Et ça a fini par payer, puisque tu le dis, ça a fini par trouver ta place. J'ai fini par faire des piges, voilà. Et puis un jour, j'ai commencé à faire des piges dans un magazine à l'époque qui cartonnait, qui se vendait. Maintenant, ça ferait rêver tout le monde, mais des tirages de presse, c'était un mensuel qui se vendait à 500 000 exemplaires à l'époque, tous les mois, qui était Santé Magazine, et dans lesquels moi j'avais proposé 500 000 exemplaires. Ouais, de vente, ouais. Et j'avais proposé à l'époque de faire une rubrique sur la santé et l'environnement. C'était un peu novateur, mais toutes les problématiques d'écologie touchaient la santé. On en parlait encore peu, mais après ça a été je suis resté 7 ans dans ce magazine à traiter tous les sujets dont on parle beaucoup aujourd'hui, mais dont on parlait peu à l'époque, qui étaient les problèmes de perturbateurs endocriniens, déjà de pesticides, déjà de changement climatique, de pollution de l'air, et ça je l'ai fait de 94 à 2001, 2002 dans ce magazine où je traitais à la fois des sujets d'écologie et de santé et d'écotourisme aussi, voilà, tourisme durable et toutes les questions, voilà, dans un magazine grand public, mais où j'avais beaucoup de liberté. Je me suis beaucoup amusé, j'ai fait beaucoup de reportages, voilà, c'était jamais les mêmes sujets, c'était passionnant, et j'avais une grande liberté, et à côté de ça, j'ai commencé à écrire mes premiers livres. Et puis, je pense que 10 ans se sont passés entre 92 et 2002, la conférence de Rio, la conférence de Johannesburg, où je suis retourné à la conférence de Johannesburg, plus aguerri, l'autre COP, plus aguerri. Beaucoup plus aguerri. Ouais. À l'époque, dans la délégation française, parce que j'avais pris une mission par l'Agence Verte pour partir, voilà, faire une sorte de à l'époque des premiers sites internet de la délégation française, de ce que faisait à l'époque, c'était Roselyne Bachelot qui était ministre de l'Environnement. C'était à l'époque où Nicolas Hulot était conseiller de Jacques Chirac, la fameuse époque où la terre brûle. Voilà, c'était voilà, ça remonte, mais c'était ça. Et en fait, quand je suis sorti de cette conférence à Johannesburg, je me suis dit, en fait, ça fait 10 ans que j'écris en tant que journaliste, médiateur sur les sujets d'écologie, et en fait, ça n'a pas du tout progressé, ça n'a fait que régresser. J'ai l'impression que on pisse dans un violon, j'ai l'impression que personne se soucie des questions d'écologie, d'environnement, de santé, voilà. Donc j'étais un peu désabusé, un peu découragé. Je me suis dit bon, à force de relayer des mauvaises nouvelles quand même, parce que quand je passais mon temps à être avec des scientifiques qui me disaient oh là là, tout fout le camp, perte de biodiversité, changement climatique, on va dans le mur. La maison brûle. Ce qu'on voit aujourd'hui, mais à l'époque, on n'était pas nombreux à porter ce message, et donc j'avais un peu l'impression de me battre pour que personne n'écoute. Et puis les faits étaient moins visibles encore à l'époque. Il y a 15 ou 20 ans, mais il y avait déjà le GIEC, il y avait déjà les scientifiques qui disaient la même chose. Moi, tu n'avais qu'un message. J'interviewais déjà Jean Jouzel, qu'on interviewe encore aujourd'hui, mais qui est plus connu, mais je parle de ça il y a 30 ans. Donc les problématiques n'ont pas changé, et déjà elles existaient déjà dans les années 70, parce que dans les années 70 ça existait déjà. Et donc je me suis dit bon, comment transformer ça? Et le biais que j'ai trouvé, c'est que j'adorais cuisiner, j'adorais manger, et je me suis dit bah tiens, une thématique qui retraite toutes les questions d'écologie, de santé, d'environnement, mais qu'on peut tourner de manière positive, c'est la nourriture, parce que on se nourrit tous. C'est un trait à toute l'humanité, et l'agriculture, il y a les questions d'énergie, il y a les questions de déchets, il y a les questions de ressources en eau, il y a les questions de biodiversité. Donc si je montais pourquoi pas monter un magazine? Déjà à l'époque, je voulais créer mon propre magazine, mais je voulais créer un magazine sur l'environnement et l'écologie, mais de manière positive. Et donc j'avais essayé de monter des émissions de radio, des émissions de télé, des magazines, mais qui traitaient de manière positive l'environnement, parce que c'était toujours de manière négative. Moi je me suis dit mais c'était anxiogène, Voilà, c'était anxiogène, on va le traiter de manière positive. Et j'ai pas réussi. J'ai pas trouvé d'aide, voilà, ce que Cyril Dion a fait après avec son documentaire 15 ans plus tard, c'est ce que je voulais faire 15 ans plus tôt, mais j'ai pas réussi à traiter ça de manière positive. Et donc je me suis dit comment traiter ça de manière positive, et c'est là où m'est venue l'idée de créer un magazine de bouffe et de traiter un petit peu des questions de la fourche à la fourchette, on va dire, mais de manière plus ludique. Et donc c'est là où je suis parti avec mon projet sous le bras, et j'ai fait le tour de tous les groupes de presse à l'époque, Prisma Presse, le groupe du Monde, Hachette, voilà, en essayant de vendre mon magazine. Et je me suis retrouvé au fur et à mesure, à force de pousser des portes, dans un groupe du Crédit Agricole qui s'appelait Unidition, et où ça tombait bien,
ils venaient de lancer un numéro 0 de magazine de bouffe et qui s'était pas très bien passé leur numéro 0 et donc ils étaient à la recherche potentiellement d'un journaliste, d'un rédacteur en chef. Moi, j'avais jamais été rédacteur en chef, j'avais juste été chef de rubrique jusque-là dans ma carrière, mais qui pourrait créer un magazine de bouffe. Et moi, j'ai dit banco, j'ai donné ma démission de là où j'étais et ils m'ont dit voilà, t'as 1 mois et demi pour créer un magazine, nous faire un numéro 0, monter une équipe. Et c'était en 2003 et nous prouver que ça va fonctionner. Donc c'est là où Régal on a bossé d'arrache-pied avec à l'époque Nicolas Rouvière qui s'est embarqué dans l'aventure avec moi en direction artistique pour créer un magazine de toutes pièces et le tester en étude quali quanti qui a été accepté. C'est comme ça qu'est né Régal après en 2004. Donc on a créé de toutes pièces et que j'ai dirigé pendant 6 ans. Donc là, tu t'es retrouvé du jour au lendemain de je fais mes papiers, je travaille pour un truc. J'ai créé un titre. Exactement. J'ai une aventure incroyable. C'est fou quand j'y pense de me dire que j'ai pu avoir les moyens, qu'on m'a donné les moyens à l'époque, que ce groupe m'a donné les moyens de me dire moyens, vous avez des moyens importants, très importants à l'époque. Ils voulaient faire leur truc et t'étais là quoi. Et en fait, ils m'ont dit tu veux créer un magazine, tu crées le magazine de A à Z et je me suis retrouvé dans un groupe qui avait les moyens, qui m'a donné de la liberté, qui m'a permis de le faire. Alors après, ça s'est pas obligatoirement très bien passé dans la durée parce que je pense que j'étais très indépendant dans l'âme, j'avais pas trop la culture d'entreprise, j'étais un peu peut-être chien fou, j'ai peut-être pas assez écouté. Et puis eux, ils voulaient un magazine un peu différent, mais il n'empêche que ça a été un carton ce magazine, qu'on a eu la plus grande croissance de la presse, qu'on a eu les prix au JD, que ça a été une aventure extraordinaire. Et puis à la fin, on s'est séparés parce qu'on n'avait pas obligatoirement la même philosophie sur ce que devait être la presse. Moi, à l'époque, j'avais un petit peu senti le vent tourner. En fait, je me disais, je voyais qu'on était obligé de rentrer de plus en plus de publicité pour faire vivre le magazine, que même si on avait beaucoup d'abonnés, ça suffisait pas, que même si on était soutenu par le groupe Crédit Agricole, ça suffisait pas. Et je me suis dit, en fait, la presse, faut que ça devienne une marque. Et un peu comme avait fait Monocle et comme commençait à faire Monocle, je me suis dit en fait, nous, on a une super notoriété et moi, mon envie, et c'est ce que j'avais vendu à ce groupe, mais qui voulait pas l'entendre, je leur avais dit, de la décliner. C'était décliné. Donc j'avais commencé à créer l'idée d'un festival qui s'appelait La Russe Régal à l'époque, qu'on avait vendu à la mairie de Lyon. J'avais dit on va créer une association, on va faire un festival de bouffe. Parce qu'aujourd'hui je fais le Lyon Street Food Festival. J'avais essayé de faire ça en 2007-2008. Après je leur avais dit il faut qu'on fasse des restaurants, faut qu'on fasse une agence de voyage autour de la bouffe. Je voulais décliner la marque, mais ils étaient pas du tout là-dedans. Et ils avaient juste envie de faire un magazine de recettes. Moi, j'avais pas envie de faire un magazine de recettes. Je voulais vraiment faire un magazine de reportage. Je voulais faire plutôt un magazine. Moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt de faire le Vogue de la bouffe pour être un peu le haut de gamme. En me disant, faut qu'on tire vers le haut, faut qu'on tire vers le haut, faut qu'on tire vers le haut. Eux, ils voulaient plutôt tirer vers le bas et faire le maximum de volume. Et donc, on s'est séparés. Et là, moi, j'avais déjà 15 ans de presse derrière moi, 16 ans de presse derrière moi. J'avais eu la chance de créer un magazine. J'avais une trentaine d'années. Je me suis dit, je me vois pas revenir dans la presse, c'était une trop belle aventure. J'avais pas l'énergie de recréer un magazine, j'avais pas l'énergie d'aller rechercher de l'argent, sachant que j'étais juste salarié. J'avais créé le magazine, mais j'étais pas à l'époque vraiment entrepreneur. Là, je me suis dit, je vais prendre les risques, mais pas dans la presse. Finalement, ça fait 5 ans que je gravite avec des chefs, avec des cuisiniers. Je trouve que cet univers de la restauration, il est génial. Tiens, je vais créer mon restaurant. Voilà. Comment on passe de cette idée, de cette expérience que tu as eue à un autre monde? Tu le dis, il y a des rencontres, il y a forcément une connaissance qui s'affine du métier. Néanmoins, c'est un métier, c'est un univers. Et pour l'observer aussi au quotidien, justement, comme tu le décris là en tant que journaliste, moi j'y songe à franchir cette ligne tout le temps. Pour autant, c'est vertigineux et c'est clairement
un autre monde. Bah, je pense que comme un peu à 21 ans à Conférence de Rio, je pense que là aussi j'étais très naïf. Ouais. En fait, je pense que je me suis lancé plein de fois. J'ai toujours été autodidacte, que ce soit dans la presse ou là dans la restauration. Je me suis toujours lancé, je me suis jeté à l'eau sans me poser trop de questions, sans me dire tiens qu'est-ce qui va se passer et tout. Ouais. Je pense que On y va. j'ai une force morale, je pense, ou peut-être une naïveté, ou je sais pas, de me dire bon allez on verra après quoi. Ouais. Donc je me suis lancé en me disant Mais ça veut dire quoi? Je me suis lancé quand tu ça dis veut je vais dire que- ouvrir ça un veut dire que restaurant. j'avais une idée. Ouais. Je me suis dit tiens, j'adore les vins, j'adore les produits. Ça faisait 5-6 ans que je passais mon temps dans Régal à parler des bons produits, à parler des bonnes choses, à me dire que ce qui faisait la cuisine, c'était avant tout la qualité des produits, la qualité des produits, de la terre, peut-être des cuissons certes, des recettes certes, mais surtout le produit. Et donc je me suis dit tiens, à l'époque on n'entendait pas trop parler de cave à manger. Je me suis dit je veux faire un bar à vin dans lequel on va vendre beaucoup de vin et dans lequel on va faire l'idée c'était les tapas à la française. En fait, l'idée c'était de dire je vais décliner des super bons produits avec des super bons vins dans un restaurant. Je suis pas cuisinier, je vais pas me retrouver en cuisine, je savais que j'allais pas être en cuisine. Donc je veux faire ce que je sais faire, c'est-à-dire sourcer, faire du sourcing de bons produits, faire du sourcing de bons vins et mettre des petites assiettes avec des bons assaisonnements, la bonne huile, le bon vinaigre. Moi, j'adorais cuisiner déjà mais Ça c'est ton idée, mais tu veux pas faire. Non, Dès le début, tu te dis que tu ne le feras pas. c'est Que là, toi, c'est là où je dis que j'étais naïf, c'est que j'avais l'impression que juste avoir l'idée de mettre des bons vins dans un bon lieu avec des bons produits, ça allait suffire. Et je me suis retrouvé presque jusqu'au dernier moment à construire ce truc-là en me disant, je veux pas avoir besoin de cuisinier, je veux pas avoir besoin de chef. Et puis plus j'avançais dans le projet, plus je voyais l'ampleur du truc. À l'époque, j'avais quand même des bons copains chefs. Il se trouve que à Régal, au moment de lancement de Régal, il y a une agence qui s'est occupée du lancement, une agence presse qui s'appelait VFC à l'époque, Véronique Foucault Conseil, et en fait qui était spécialisée dans le lancement de produits, de marques et tout ça, et qui s'était occupée du lancement du magazine. Et en 2006, il s'occupait notamment des produits tripiers, et l'agence m'avait appelé pour il savait que j'étais sportif, il savait que je courais des marathons et il voulait organiser le marathon des produits tripiers à New York. Et en fait, ils sont quand même battus, parce que je me souviens des bars à sushi et tout, ils ont quand même fait des trucs chaque année. C'était un truc. Ouais, c'était assez extraordinaire. Et donc ils m'ont appelé pour avec des chefs à l'époque qui étaient un peu les talents de la bistronomie. Donc je parle d'Yves Candeborn, je parle de Flora Micoulin, je parle de Rodolphe Paquin du Repère de Bacchus, je parle de Thierry Breton, Thierry Fauché. Tous ces gens-là, ils les ont amenés, ils les ont mis dans un avion, ils ont dit voilà, on va faire le marathon à New York. Et Julien, tu vas venir, t'es le seul journaliste que je connais qui va faire qui court des marathons, donc tu vas venir avec nous, tu vas suivre l'événement et voilà. Et donc on est parti et donc je suis devenu assez pote avec ces gens-là. Et donc quand j'ai voulu passer de l'autre côté de la barrière, c'est vers eux que je me suis tourné naturellement, que je suis allé voir. Il se trouve, pour la petite histoire, que l'attaché de presse à l'époque qui s'occupait des produits tripiers et dans cette agence et qui avait organisé tout ça est devenue ma femme plus tard. Voilà. Et donc on s'est retrouvés après justement ce marathon. Et je me suis tourné vers ces chefs, notamment Yves Candeborn, qui m'avait beaucoup aidé à l'époque, et où il m'avait dit oh là là, mais tu es fou, tu es complètement fou, tu es fou, pourquoi tu te lances là-dedans? Il disait mais tu te rends pas compte, notre métier, enfin à la fois ils adoraient leur métier, mais ils y étaient depuis l'âge de 14-15 ans, c'est tous des gens qui avaient commencé très très tôt. Bien sûr. Mais tu te lances là-dedans, ils avaient peur pour moi d'une certaine manière, ils disaient mais tu te rends compte, la marche elle est haute et tout. Et c'est vrai que plus je m'avançais près de l'ouverture, plus je m'apercevais de ce que ça représentait déjà d'un point de vue financier, parce que en fait, mais parce que t'avais trouvé le local, t'avançais, j'avançais super vite, c'est-à-dire que moi j'avais, en fait, j'avais plus que ça à faire, et puis je bossais beaucoup. Alors j'avais plus que ça à faire, c'est pas tout à fait vrai parce que j'avais peur du vide, et donc j'avais pas envie de me mettre au chômage, et donc quand j'ai quitté Régal, quand même, je me suis dit la presse, c'est quand même mon truc, il me faut quand même une roue de secours. Oui, je vais me lancer dans l'aventure d'un restaurant, mais à côté, je vais quand même continuer dans la presse. Donc j'avais eu la folie de prendre un poste à Cuisine TV à l'époque.
Et la directrice à l'époque avait eu la présence d'esprit de me dire bah ouais, ok, d'accord. Je lui avais vendu directement le truc. Je lui ai dit moi je veux quand même monter un restaurant. Elle m'a dit ok, tu vas faire un 3/4 temps. Donc j'avais trouvé l'emplacement de Glou aujourd'hui, qui est 101 rue Vieille du Temple. Donc c'était juste à côté de Cuisine TV. Qui était juste à côté de Cuisine TV. Barbette, ouais. Voilà. Et donc je me dis naïvement, encore une fois, je me dis je vais faire les deux. Je vais faire et Cuisine TV et Glou. Voilà. Donc finalement plus ça s'est approché de la date, plus j'ai commencé à avoir peur réellement. Je pense que pour une première fois de ma vie, j'avais eu déjà des peurs un peu comme ça où je m'étais lancé, jeté dans l'eau du bain, mais là je me dis waouh, t'empruntes beaucoup, t'as levé beaucoup d'argent, on avait été... Et tu vas tout seul là? Comment Non, j'y suis allé pas du tout seul, j'y suis allé dès le départ avec Ludovic, avec qui je suis associé depuis 18 ans maintenant, avec qui ça se passe très bien. Ludovic, je l'avais rencontré par l'intermédiaire de sa femme de l'époque, qui était une amie de mes 16 ans, et en fait on s'était rencontrés autour de dîners qu'on faisait les uns chez les autres. Voilà, on avait tous les deux la passion de la cuisine. Lui, il avait quitté son métier chez Equant à l'époque, Orange Business Service, où il était plutôt cadre à la défense, et lui il avait plutôt une formation, je dirais, finance, que moi je n'avais pas. Il était meilleur à l'école que moi, voilà. et il savait mieux compter que moi, et donc il s'était lancé lui dans l'entrepreneuriat déjà. Il avait monté une boîte d'informatique et notamment de développement de sites internet en Chine. Il avait monté aussi une société de production de cinéma, et en fait dans nos dîners en ville un peu, on s'est dit lui moi j'ouvrirais bien un bar, moi j'ouvrirais bien un restaurant. Et donc dès que j'ai arrêté Régal, on s'est dit on va le faire ce restaurant, voilà. Et moi j'ai pris un peu le lead parce que j'étais celui qui connaissait le mieux l'univers de la cuisine. Lui le connaissait pas trop, mais on a tout fait ensemble. Et en fait dès le départ on s'est associés, et dès le départ on a pris tous les deux notre bâton de pèlerin, on a été voir nos amis, on a été lever de l'argent, on a créé la société, et on a tout fait ensemble comme ça. Et c'est quoi les bons tips ou à contrario les erreurs qu'il faut éviter quand justement on s'arrime à deux, parce que l'association c'est un truc qui est très particulier. Là on se parle d'une belle histoire en l'occurrence, si on la voit rétrospectivement, puisqu'elle a duré et elle dure encore. Alors ce que je peux te dire c'est que pour rentrer dans le détail et un peu l'intimité, finalement j'ai fait une dépression nerveuse à l'ouverture. J'ai fait un gros burn-out. J'ai pas pu assister à l'ouverture de mon restaurant parce que plus le temps se rapprochait, plus j'avais peur. Moi, je dormais la nuit, et en fait, j'étais en surmenage complet. J'ai fait un énorme surmenage parce que je continuais à bosser à côté à Cuisine TV, et je m'apercevais que ce que je faisais à Cuisine TV était pas très bon parce que j'étais trop focus sur l'ouverture de mon restaurant, et l'ouverture de mon restaurant me faisait tellement peur. Plus je m'approchais du truc, plus je me disais mais oui, mais en fait il me faut un chef, mais je connais rien, mais qu'est-ce que je vais... En fait, je m'apercevais de la montagne du truc. Je commençais à tirer toutes les ficelles. J'ai oui, mais il faut aussi du café. Oui, mais il y a le système de son. Oui, mais là comment je vais vendre enfin waouh. Et là plus ça, et puis les travaux et tout, et puis surtout le truc c'est que tout se passait bien jusqu'au moment où moi je voulais absolument ce lieu là qu'on a eu Glou, et je l'ai pris sans condition suspensive à la banque, parce que pour pouvoir avoir ce lieu, les gens m'avaient dit non, mais on veut pas de condition suspensive à votre prêt. On était quasiment sûr d'avoir notre prêt bancaire avec Ludovic. On avait la Société Générale qui nous suivait, et je me souviendrai toujours, en plein milieu du mois d'août, alors qu'on devait signer l'acte réitératif de la promesse début septembre, la banque nous appelle. C'était l'affaire Kerviel. Et Société Générale, ils nous disent non, finalement on va pas vous suivre. Et donc on a eu 3 semaines pour se retourner en plein été pour retrouver un prêt bancaire. Il a fallu qu'on demande beaucoup moins d'argent, et là j'ai commencé à me dire waouh, c'est vraiment dangereux ce qu'on a fait. Là j'ai commencé à prendre conscience de la prise de risque financière du truc, du fait que j'étais caution bancaire personnelle des prêts sur lesquels je contractais. Et donc angoisse. Moi ça faisait pas longtemps que je venais de m'acheter mon premier appart, depuis 2 ans que je prenais un crédit à Paris et machin et tout. Je me suis dit waouh, mais là je me suis lancé dans un truc, voilà, j'ai pas de parachute, j'ai pas d'argent de côté, si je me plante, comment je vais réussir à rebondir, et donc j'ai commencé à avoir peur. Et donc l'engrenage, je commençais à plus dormir la nuit, à vouloir faire marche arrière, à me dire on arrête tout, et j'ai vraiment j'ai fait ce qu'on appelle un burn-out, c'est-à-dire que je me suis effondré, mais réellement effondré. Je me levais plus, je dormais plus, je me nourrissais plus, j'ai touché le fond, quoi. Et ça a duré 6 mois.
Donc les médocs, les psys, voilà. Bon, après c'était aussi un moment de ma vie où il y a eu beaucoup de changements à titre personnel, dans ma vie personnelle, qui était assez compliqué. Tout s'est cristallisé et voilà. Et bon, donc j'ai mis 6 mois à peu près à revenir dans le game. Bon, au bout de 2-3 mois, je revenais dans mon resto, mais sans du tout prendre plaisir, quoi. Ce qui est dingue, c'est que t'es sorti dans la de souffrance, ouais. quoi. Mais t'es Total. sorti de ce truc alors que le resto est né. En fait, c'est là où Ludo a pris les rênes du truc, malgré lui tout seul. Ouais. À l'époque, ma femme, qui n'était pas encore ma femme, mais avec qui j'étais en couple et qui me voyait dans la détresse totale, dit voilà, moi je vais venir à côté de mon boulot, je viendrai faire les services le soir. On a recruté du monde. Et puis je crois que j'assumais pas du tout d'avoir fait une dépression nerveuse, donc on racontait que j'étais malade à l'époque, un gros pipeau, que j'avais une hépatite, un truc, parce que je pouvais pas sortir la tête du lit, quoi. Je veux dire, c'était impossible, j'étais au fond du trou, puis j'avais plus envie de revenir ni rien. Et je suis revenu, mais bon, avec 10 kilos de moins, vert, gris, pas du tout l'envie d'être devant des gens, pas du tout l'envie de servir. Donc je dirais que le succès de Glou du départ, qui a été un énorme succès, et qui était en partie lié au fait que c'était l'ancien rédacteur en chef de Régal qui ouvrait ça, parce qu'en fait, il y a eu un buzz stérile du départ, parce que c'était un journaliste qui passait à la restauration. Ce succès j'en ai pas profité du tout. J'en ai pas du tout profité. On a eu des articles dans la presse. À l'époque, tout le monde venait, tous les chefs sont venus, tous les journalistes sont venus. Je me souviens des articles de François Simon, tout le monde était dithyrambique, mais moi, j'étais sous le tapis, quoi. Je pouvais pas du tout en profiter. C'était l'horreur. Et ça a été l'horreur pendant 8 mois. Et au bout de 8 mois, j'ai commencé à prendre plaisir dans les services. 8 mois, presque 1 an, avant de me dire, bon, ok, c'est une réussite. Et voilà, et on bossait comme des fous, parce que en fait, il fallait y être tous les jours, il fallait faire toutes les fermetures, et puis j'ai appris le métier, et j'ai appris le métier en le faisant. Donc j'ai appris le métier, en étant serveur, en portant les assiettes, en fermant, en faisant le truc, voilà. Et qu'est-ce qui a nourri le retour du plaisir, justement, selon toi, dans ce que tu vivais, dans ce que tu observais? L'équipe, je crois qu'on avait une équipe extraordinaire au début. On a eu des jeunes géniaux avec nous, les clients, bien sûr, l'adrénaline de la réussite. Voilà, je pense, la réussite, et puis Ludovic, bien sûr, qui était là, qui lui a pris plaisir dès le départ, qui lui a peut-être avait beaucoup moins de pression, parce que il avait pas, moi, la pression que j'ai pris, je l'ai aussi pris par rapport à Régal. C'est une pression, aujourd'hui, avec le recul, je peux le dire, égotique totale. C'est-à-dire que c'était de l'orgueil, c'était j'ai réussi ma carrière avec Régal, entre guillemets, un peu d'ego mal placé, j'ai un nom, je peux pas me planter là, et je me suis dit, si je me plante, j'avais la pression du regard des autres qui était très forte, et donc du coup, je crois que c'est ça que j'ai mal supporté. Et Ludovic, il avait pas du tout cette pression-là, il venait pas de ce milieu-là, il connaissait pas du tout, il s'en foutait, voilà, lui, il avait envie que le restaurant réussisse. Je pense qu'il avait beaucoup plus de recul, et je crois que la force qu'il a eue, c'est de dire, écoute, on va quand même y aller, parce que moi, j'arrêtais pas de lui dire, on arrête. Il dit, non, on va y aller, on va réussir. Il a du mérite, parce que c'est compliqué quand on associe Fresne et tout dans une phase de lancement, c'est pas facile. J'étais le leader à l'époque, parce que ça se passait quand même plus sur mon nom. C'est moi qui avais plus la culture de la cuisine et de la bouffe. C'est moi qui avais plus le carnet d'adresse. Compliqué. Que tu passes en mode d'inertie, là, c'est pas ça. À l'époque, dans la construction des parts de la société, j'étais majoritaire. Après, on a tout rééquilibré, mais c'est vrai que c'était plutôt moi qui portais le projet au départ. Et donc, il a été hyper courageux de suivre le truc et de se dire, non, mais t'inquiète, on y va. Et c'est là où je pense, quand tu me posais la question de savoir quel est le succès, je pense que notre duo d'entrepreneurs, il a démarré tellement dans la douleur que voilà, ça cassait ou ça marchait, ça a marché. Et puis après, c'est une fois que tu as des épreuves lourdes, après derrière ça ne peut que fonctionner. Ça glisse plus facilement. C'est un peu simple, il y a pas de mode d'emploi évidemment, mais si on prend l'exemple de Glou, selon toi la réussite, elle tient à quoi? Un endroit, déjà, certainement un endroit. Alors oui, elle tient à plein de choses. Elle tient au lieu qu'on a choisi, qui était extraordinaire, qui était effectivement un super emplacement dans le Marais à l'époque, qui avait pas la même vibe que maintenant, mais qui quand même était un quartier qui était encore le quartier gay de Paris, mais qui se restructurait de plus en plus, qui commençait à avoir cette espèce de gentrification, de plus en plus de mode, de plus en plus toutes les galeries d'art et tout ça. Donc, je pense qu'on était dans le bon quartier au bon moment. Je pense aussi que la presse, le fait qu'on a eu cette presse dingue, on a eu des articles partout, ça nous a quand même beaucoup aidé. À l'époque, il y avait pas les réseaux sociaux.
toi, t'étais bien placé pour être aidé d'un point de vue des relations presse. Est-ce que vous l'avez été ou pas du tout? Non, on n'a pas été aidé parce que moi, vous avez pas pris d'agence, mes anciens, mais non, moi, tous mes anciens confrères étaient des Ouais. critiques gastronomiques. Donc, Ouais. si tu veux, Ils sont venus. on T'avais a rien eu à tout de faire. suite les Emmanuel Rubin, François Simon, tout le monde est venu à l'époque faire des articles, Ouais. tu vois, tout le monde s'est venu d'un seul coup. Ouais. Tout le monde attendait qu'on ouvre d'une certaine manière. Mais déjà, il y avait pas le nombre d'ouvertures qu'il y a aujourd'hui. C'était pas du tout la même chose, hein, à l'époque. Et puis, il y avait pas les réseaux sociaux. Il y avait pas TripAdvisor. Faut se replacer dans le contexte de 2008. Notre métier a tellement changé en 15 ans, mais tellement. C'était un autre contexte. Des restaurants dans lesquels je dirais tendance à dire on mangeait bien, on buvait bien et qu'il y avait une bonne atmosphère, il n'y en avait pas tant que ça. Aujourd'hui, c'est devenu tu ouvres pas une affaire, t'as ça, mais on avait fait un décor sympa, on avait un peu innové, on avait des tables hautes, il n'y avait pas beaucoup d'endroits où il y avait des tables hautes dans les restaurants à Paris, manger sur des tabourets, c'était assez étonnant, donc il y avait un côté donc ça c'est le curseur de l'ambiance. C'était une sorte d'ambiance. Ouais. On avait misé à fond, comme je le disais, sur le vin, mais on avait une particularité, c'est qu'à l'époque, on servait 24 vins au verre et on avait été les premiers à se servir de ces machines pneumatiques italiennes là qui servaient des vins au verre. On a été les premiers quasiment à installer ça dans des restaurants à Paris. Donc t'avais le choix. On avait 16 vins, mais c'était des grands vins qu'on servait. On servait des grands crus, on servait des pommards, on servait des grands Bordeaux, on servait donc des bouteilles très chères, mais qu'on servait dans des verres de 8 centilitres pour que ça soit moins cher. Donc tout de suite, ça a fait le buzz. Enfin voilà, on avait plein de petites idées comme ça. Et puis l'accueil, et puis voilà. Donc je pense que c'était la conjonction de plein de trucs, le décor, le lieu, l'offre, la volonté de cette jeune équipe qui était très souriante, qui accueillait bien, qui avait envie de faire plaisir. Donc on a été complet tout de suite. Et puis quand je dis complet, c'est que on poussait les murs, quoi. C'est qu'on faisait des 250 couverts jour dans une salle qui faisait qui était minuscule, quoi. Donc ça a été un carton. Et je pense que ce succès nous a donné des ailes pour après se dire bah pourquoi pas un deuxième. Puis alors une fois qu'on a été parti, on était inarrêtable. On a ouvert un restaurant par an pendant 10 ans, quoi. Mais ça vient comment justement ce deuxième? Après ils vont se décliner forcément, mais quand il y a cette vague de réussite, qui est comment dire alors en fait c'est très simple. C'est venu tu découvres en même temps les choses, donc c'est pas non non mais plus là facile. on peut parler pour le coup en tant que chef d'entreprise. C'est-à-dire que moi j'avais en tant que rédacteur en chef, j'avais quand même un niveau de vie à l'époque avec un bon salaire, et quand je me suis retrouvé chef d'entreprise, je me suis retrouvé au SMIC. J'étais payé 3 fois moins en étant patron. C'est-à-dire que je payais mon chef 2 fois ce que moi je gagnais en ayant pris les risques et en travaillant 80 heures par semaine. Donc à un moment avec Ludovic, on s'est payé pendant un an. On s'est payé pendant un an au SMIC en bossant comme des tarés. Et on s'est dit ça va pas durer, quoi. C'est pas possible. Donc comment on peut faire? Soit on refait un autre métier à côté. Mais ça, vous l'aviez pas dit avant, vous l'y étiez pas dit avant, en fait. Non. Alors lui, ça. il avait ses entreprises, mais il voyait bien que c'était difficile de mener les deux de front. Moi, j'avais continué à faire de la piche parce que j'avais du mal à arrêter quand même complètement la presse, mais je m'apercevais que c'était pas possible de faire les deux de front non plus. Donc on s'est dit, finalement, on avait été suivi par des amis, des actionnaires qui nous disaient pourquoi vous en ouvrez pas un deuxième. Et la personne qui nous avait vendu le premier fonds de commerce vendait son deuxième fonds de commerce un peu plus loin, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, et lui, il voulait partir pour vers d'autres aventures, faire de la boulangerie et tout ça. Et on s'est dit pourquoi pas racheter ce deuxième. Et puis si on en fait un deuxième, on avait créé une équipe qui était commencé à être assez solide. Donc on s'est dit voilà, maintenant qu'on a une équipe assez solide, on va pouvoir se séparer. Il y en a, et on va faire une équipe sur l'un, puis faire une deuxième équipe sur un deuxième. Et comme on va doubler les revenus, et on va pouvoir mieux se payer. Et puis on va pouvoir. C'est comme ça que l'idée est venue. C'est que se dire il faut qu'on se paye un peu plus, il faut qu'on en fasse plusieurs pour se payer un peu plus. Mais j'aurais tendance à dire que c'était quand on a démarré Glou, en fait la société on l'a appelée Glou One. Pourquoi? Parce qu'en fait on voulait vraiment faire plusieurs glous. En fait, au début, notre ambition dès le départ, c'était de faire un concept, c'était de dire on fait les tapas à la française, des bars à vin, et on va en ouvrir plusieurs. Et donc on va faire Glou 1, Glou 2, Glou 3, et on voulait créer une marque. Et puis très vite on s'est dit non, on va pas décliner, c'est idiot. On va le deuxième, on va aussi faire du vin, mais on va l'appeler Jaja. Et puis voilà, puis c'est tout. Pourquoi et donc le concept vous avez voulu le changer, vous l'avez c'est que le lieu était pas du tout pareil. Ouais, je vous ai dit que comme le lieu était très différent, on s'est dit on peut pas faire la même chose, on va faire différemment, on va faire une table avec un petit peu plus de bistronomie, et puis on va faire un petit peu différent. Puis nous on adorait déjà ce qu'on appelait la junk food à l'époque, mais on trouvait qu'elle était vraiment pas de bonne qualité. On a commencé Glou quand même avec un gros succès, qu'on a été les premiers. Ça je peux le dire, ça a été une de nos forces.
c'est dingue des années plus tard, mais on a réhabilité le burger. Et il y avait pas de burger premium quand on a démarré en 2008. Ça existait pas. Toutes les chaînes, PNY, Blend, tout ça existait pas. Personne ne faisait du burger. Et nous, on s'est dit, on va faire un bon burger. Et on s'est dit, on va acheter un hachoir réfrigéré, on va acheter de la viande d'Aubrac, on va demander à Pougeran de nous faire un buns. Et je me souviens très bien quand je suis allé voir Pougeran et je lui ai dit, tu veux pas me faire un buns pour faire des burgers? Mais tu vas pas te faire un McDo, non mais n'importe quoi. Je dis, si, on va faire un burger premium. Et on a vendu le burger chez Glou 21 €. Et ça a été un carton total. Et on n'a pas embrayé après la vague du burger, mais on a été parmi les tout premiers à faire avant les Big Fernand et tout ça, les bons burgers. Et donc, quand on a ouvert Jaja, on s'est dit, on va pas refaire du burger, mais on va faire des super junk food. Donc, on va faire un super croque-monsieur, on va faire un super kebab. Et donc, on avait une case de quality junk et on s'est dit, on va faire une bouffe différemment. Mais voilà. Mais en fait, on faisait ça pour s'amuser avant tout. En fait, notre moteur, et c'est encore notre moteur presque 20 ans plus tard, c'est que notre moteur, c'était pas le moteur financier, c'était pas le moteur de gagner de l'argent et de réussir financièrement. Notre moteur, c'était de nous faire plaisir et de nous amuser, vraiment. Qu'est-ce que vous avez appris et que vous avez de fait, parce que c'est ça aussi quand on décline après, quand on ne reproduit pas en l'occurrence, mais quand on ouvre de nouvelles adresses, on ne reproduit pas des erreurs. Et il y a des choses où on se dit, attends, là, moi, les entrepreneurs, souvent, ce qui est drôle, ils me disent, j'ai refait exactement la même connerie sur la deuxième que sur la première. Est-ce que vous, au contraire, il y a eu un effet d'expérience? Et si oui, sur quel point il a porté? Ah oui, bien sûr, un effet d'expérience. Peut-être pas sur le deuxième dès le départ, parce que on a été très vite. On a ouvert fin 2008 Glou, fin 2010 Jaja, puis très vite 2012, 2013, 2014, 2015. On a ouvert plein de trucs. Le troisième, beaucoup, 350 mètres carrés, des bars à cocktails. 2 restaurants en même temps, et puis un concept pour Danone qui était venu nous chercher pour créer un concept de food spécifique. Donc on a vraiment bossé comme des fous. Et donc je pense qu'on n'a pas trop pris le recul à l'époque de se dire tiens, quelle est notre expérience pour mieux faire. Et je crois que c'est venu bien des années plus tard. Mais à chaque fois, on essayait de progresser. On savait que le lieu était important, on savait que la déco était important. On était intransigeant sur la qualité de la cuisine, ça toujours. C'est-à-dire que les bons produits, le bon sourcing. Dès le départ, ça a été notre ADN et on n'a pas changé. Je crois que là où on a appris, je dirais assez rapidement, peut-être plutôt dès le troisième que dès le deuxième, c'est que au début on pensait que le bon emplacement, les financements, le bon concept, ça suffisait. Et en fait, je crois que dès le troisième, dès l'ouverture de beaucoup, on s'est dit bah non, en fait, ce qui compte surtout, c'est les hommes, c'est les équipes. En fait, à un moment, on s'est dit waouh, il faut savoir s'entourer. Et en fait, et on se parle pas forcément que de la salle, j'imagine. Non, mais on a eu une grosse déception. En fait, on a associé la première personne avec qui on s'est associé. Ça s'est mal passé, ça s'est très mal passé. Il avait lancé Glou avec nous, puis on a lancé Jaja, et puis très vite on s'est aperçu qu'on n'allait pas dans la même direction, qu'on se comprenait pas. On s'est séparés dans la douleur. Et quand on a ouvert le troisième, beaucoup. Et du coup, ça a été une épreuve très forte pour nous. Il a fallu restructurer toutes les équipes, rechanger les équipes alors qu'on était en pleine croissance. L'équipe de Glou est partie, l'équipe de Jaja battait un peu d'aile et on s'est dit waouh, c'est bien d'aller vite, mais en même temps si les fondamentaux, si la base c'est les gens qui accueillent, les gens qui font la cuisine, on les a pas. Voilà. Donc on a eu une grosse crise de croissance, je dirais, de RH, de ressources humaines. Et très vite on s'est dit en fait non, ce qui compte c'est les ressources humaines quoi. C'est les gens avec qui on monte les affaires. Et en fait sur beaucoup on s'est planté sur le recrutement, notamment sur la cuisine. On n'a pas fait un bon recrutement en cuisine. C'est pas que les gens étaient pas bien, c'est qu'en fait ils étaient pas à leur place, et ça venait en partie de notre faute, c'est qu'on n'a pas su faire les bons recrutements, et là on s'est planté. Parce qu'est-ce qui est ne pas être à sa place quand on est par rapport à un projet? C'est-à-dire que quand tu fais un restaurant où tu te dis je fais appel à un super grand architecte, je fais 350 mètres carrés dans le Marais, tu mets 1 million d'euros d'investissement avec une super déco, que là tu veux en jeter plein la vue, c'était le début des bars à cocktails avec un Candelaria et tout ça, et tu fais un super bar à cocktails avec un bar de 12 mètres de long en laiton, que du coup tu veux en mettre plein la vue aux gens, faut que tu en mettes plein la vue aussi dans l'assiette. Et ce qui s'était plutôt bien passé chez Glou et bien placé chez Jaja pour l'assiette, parce que je pense qu'on n'avait pas trop pété plus haut que notre cul. Oui, pas la même ambiance, pas la même envergure et tout. Là, on s'est adressé à un autre type de clientèle
qui était peut-être plus exigeante quand même. Alors pas obligatoirement dans l'assiette, mais en tout cas dans l'expérience. Et que l'expérience était pas bonne parce que ça sortait pas bien en cuisine, parce que ça sortait pas chaud, parce que c'était pas bien cuit, parce que ça sortait trop tard, parce que c'était pourri, parce pas que à la hauteur de... Et puis parce que du coup, comme la cuisine souffrait beaucoup, la salle souffrait beaucoup aussi, et donc était pas à l'aise, et donc ça, il y avait pas le sourire, il y avait pas le smile, ça prenait pas. Et donc on a fait une première année quand même exceptionnelle, parce qu'on a fait un énorme chiffre d'affaires, mais en ayant fait un énorme chiffre d'affaires la première année, pour la première fois, on a perdu de l'argent. Et on a perdu beaucoup d'argent. Et donc, alors qu'on avait potentiellement gagné de l'argent. Mais en fait, mal géré, pas les bons coefs, pas les bonnes équipes, trop de turnover dans les équipes, trop de personnel. On avait jusqu'à 30 salariés sur la même boutique. On était ouvert 7 jours sur 7, avec les 2 bars, voilà. Et donc là, on s'est dit, waouh, grosse erreur, d'avoir été trop vite. Et on s'est retrouvé avec en l'espace de 4 ans 4 restaurants à gérer. Et là il s'est dit faut qu'on structure. Voilà. Et c'est là où on a commencé à structurer le groupe avec des gens qui sont venus nous rejoindre au bureau, en créant un bureau, en créant des gens qui allaient nous aider à la fois sur la partie compta, sur la partie recrutement, sur la partie sourcing et tout ça quoi. Voilà. Juste sur les 2 premières adresses, ça me fait penser à quelque chose. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui un concept comme Glou, par exemple, ou Jaja, qu'on peut mettre un petit peu dans le même panier peut-être, serait possible et trouverait son public? Parce qu'aujourd'hui, moi souvent j'entends que les gens pensent de manière générale en volume, en grandes affaires, non, mais ça en a pas changé. Tu penses que ça marcherait? Ça a pas changé. Je crois que moi je suis toujours étonné, je le dis, Glou ça va avoir 18 ans et ça continue à super bien fonctionner. Jaja, ça cartonne. On a même encore progressé en chiffre d'affaires et tout, alors que c'est un restaurant qui a bientôt 15 ans. Tu vois. Donc c'est fou quand j'y pense de me dire que c'est des restaurants aussi vieux, parce que tu vois, je veux dire, ils ont plus la hype du tout. Bien sûr. Il faut se dire les choses comme elles sont. On les découvre plus. Ils sont même plus dans les guides. On est complètement hors radar de la presse, donc c'est juste maintenant devenu une forme d'institution. C'est des restaurants qui sont installés, et en plus c'est des restaurants dans lesquels il n'y a aucun concept. J'ai horreur du mot concept. On fait pas du concept. On donne du plaisir aux gens, et donc il n'y a pas de concept dans ce qu'on fait. C'est de la restauration, tout ce qui est de plus traditionnel. Et donc les piliers, c'est quoi? C'est très simple, et je pense que ça restera toujours, et j'espère, les piliers de la restauration. C'est un bon endroit. Quand je dis un bon endroit, c'est à la fois un bon emplacement, mais c'est aussi une déco sympa, un cadre qui est agréable, qui est dans lequel on se sent bien. Le deuxième point, c'est qu'on y mange bien et qu'on y boit bien. Faut quand même que on y vient pour ça aussi, donc qu'on s'y retrouve en termes de rapport qualité-prix dans l'assiette par rapport à ce qu'on propose comme offre. L'autre point fondamental, c'est l'accueil. Il faut que ça soit sympa. Il faut qu'on se sente à l'aise avec les gens qui nous reçoivent. Il faut qu'on soit bien accueillis. Et voilà. Et une fois que tu as ces 3 critères, ça fonctionne. Et on n'est pas là pour se dire, oh là là, mais qu'est-ce qu'on va réinventer? Bah non, les gens, ils viennent. Nous, on fait du loisir. Moi, mes concurrents, c'est pas, je nourris pas les gens dans mes restaurants. Mes concurrents, c'est pas McDonald's, c'est pas les trucs où on mange vite fait un sandwich, c'est pas un burger, c'est pas ça mes concurrents. Moi, mes concurrents, c'est le théâtre et le cinéma, c'est du loisir. Les gens, ils viennent chez moi, ils passent un bon moment à table. Ils viennent pour se retrouver aussi entre copains. Alors, c'est peut-être un peu différent le midi, parce qu'on a des formules pas trop chères et que les gens veulent aller vite, mais le soir, les gens, ils veulent passer un bon moment entre copains à table. Donc, c'est du loisir. Donc, ils ont envie qu'on s'occupe d'eux, qu'on les chouchoute, qu'ils découvrent un produit, qu'ils découvrent un truc, mais ça peut être assez simple. Et je crois que et à l'époque était peut-être un peu original, je le disais tout à l'heure, parce que on servait des bons produits, des bons vins au verre. Aujourd'hui, c'est tout ce qu'on fait comme offre, c'est totalement lambda. Il y a des milliards de restaurants qui font ce qu'on fait, mais simplement on essaye de le faire bien, on le fait avec générosité, on le fait sans se moquer des clients, on le fait avec cœur, on le fait pour essayer que ce soit le mieux possible. On réinvestit tous les ans dans nos restaurants, on refait des travaux dans les cuisines, on essaye de garder le maximum nos équipes, de fidéliser aussi nos équipes en faisant en sorte qu'elles soient heureuses chez nous, qu'elles soient bien payées, qu'elles soient écoutées, qu'elles soient bien accompagnées, qu'elles puissent évoluer aussi dans l'entreprise. Voilà, donc on essaye toujours de progresser, en 2 mots, voilà, depuis 18 ans. Qu'est-ce que vous avez mis comme valeur? On se parlait de ces 2 premières adresses, de beaucoup qui m'ont
montre un peu plus les muscles et qui a envie de raconter autre chose et de toucher peut-être un autre public en proposant une expérience. Par la suite, dans le groupe, dans les adresses qui se sont succédées, est-ce qu'il y a d'autres intentions, d'autres valeurs que vous avez voulu mettre ou raconter? Ces valeurs, c'est des valeurs humaines, hein. C'est des valeurs. Je pense que moi, j'ai pas vraiment changé depuis le début de ma vie professionnelle dont je te parlais. Les valeurs d'écologie, d'humain sont toujours hyper importantes pour moi, d'ouverture, d'accueil, de sociabilisation. Donc, je crois que c'est ces valeurs-là qu'on a essayé de donner. Donc, c'est vrai que on reste très attentif à la qualité de ce qu'on offre à nos clients, toujours dans le sourcing, dans l'accueil client, dans voilà. Après, on a évolué bien sûr au fur et à mesure parce que ce qu'on a essayé de faire, c'est de s'approprier chaque adresse en fonction des personnalités qu'on avait. C'est ce que j'ai demandé. Qu'est-ce qui a guidé du coup les lignes de chaque, parce que je pense à Grand Cœur par exemple, où il y a des gens des Mauro Colagreco qui arrivent dans le game, c'est quand même pas rien quoi. Et voilà, c'est des rencontres, c'est exactement ça. Ce qui après nous a guidés, c'est les rencontres. Comme je disais que dès la 3e affaire, on s'est aperçu que ce qui était super important, c'est l'humain. Quand on a continué à grandir après avec Ludovic, on s'est associé avec des gens à chaque fois qu'on a réouvert une adresse, on s'est associé. Et on s'est associé avec des personnalités, des gens qui allaient pouvoir nous accompagner et apporter quelque chose à ces affaires-là. En s'impliquant. Donc, quand on a ouvert notre première boulangerie du pain, c'est parce qu'on avait un ancien salarié, Tanguy, qui avait ouvert avec nous le restaurant Je te donne les 2 vaches, qui s'ennuyait un peu, qui avait vraiment une âme entrepreneuriale, qui voulait toujours aller de l'avant. Et quand on a eu cette aventure de la boulangerie, lui, il adorait la bouffe. On lui a dit, tu voudrais pas ouvrir la boulangerie avec nous, te former et changer de métier et tout, parce qu'il avait déjà un peu touché à ça, la boulangerie et tout. Ah si, j'adorerais et tout. Donc, pendant un an et demi, il s'est formé, on l'a accompagné dans sa formation, on lui a fait sa transition et on l'a associé à l'ouverture de la boulangerie. Il a ouvert la boulangerie avec nous et c'est comme ça qu'on a ouvert du pain. C'est parce qu'on avait Tanguy qui était avec nous, qui pouvait ouvrir du pain, et puis on a ouvert du pain parce qu'on s'est dit voilà, maintenant on a 3-4 restaurants, on achète beaucoup de pain pour nos restaurants, pourquoi on ferait pas le pain nous-mêmes, tout simplement. Puis c'était une aventure de se dire on fait un super pain bio, on fait un super pain, toujours le produit, et on s'est dit on va faire une boulangerie différente. C'est pareil, les boulangeries différentes, on a été précurseurs là-dessus parce qu'il y en a eu plein après. Mais ce que j'ai dit, on a démarré en 2015, le pain au levain, le pain bio avec des farines anciennes et tout, on a fait ça dès 2015 et c'est l'humain qui nous a guidés. Après Mauro Colagreco, Grand Cœur, pareil. Je connaissais Mauro parce que j'avais à l'époque du Mirazur, quand il a ouvert le Mirazur, c'était le début de Régal, et dès qu'il a ouvert, j'ai été le premier à l'époque avec Danielle Gerkins, qui aujourd'hui est rédactrice à chef à La Table, mais qui à l'époque travaillait à Régal en tant que pigiste, m'a dit tiens, je connais un jeune chef avec qui j'ai été chez Alain Passard quand j'étais stagiaire chez Alain Passard. Il était chez Passard, il ouvre son restaurant dans le sud, Mirazur, c'est un Argentin, c'est génial, faut qu'on aille faire un papier sur lui. Banco. Histoire de dingue, ceci dit. Premier à faire un article sur le Mirazur, il est sorti, et donc du coup après on est devenu assez potes avec Mauro, on s'est revus plusieurs fois, on s'est recroisés et on a fait des événements ensemble. Et puis quand moi je suis passé de l'autre côté de la barrière, je voulais à tout prix faire un restaurant sur le végétal parce que j'avais eu des expériences dans mes voyages précédents dans les pays anglo-saxons, à Londres, en Angleterre, au Canada. J'avais des souvenirs de restaurants végétariens où on parlait pas du tout de restaurants végétariens, c'était juste super bon et c'était que sur le végétal. Et j'ai dit faut absolument qu'on fasse ça, mais je voulais le faire un peu en mode gastro. Et donc j'ai pensé à Mauro, je lui ai dit tu veux pas qu'on ouvre une table gastronomique sur le végétal à Paris? Il me dit super. Et donc on a cherché un lieu. Au début ça devait être une petite table et finalement on est tombé sur ce lieu qui est aujourd'hui Grand Cœur, trop beau, qui était incroyable. Et il se trouve que Mauro était à Paris quand on a visité. Il m'a dit si c'est là qu'il faut qu'on aille, mais il faut qu'on fasse une brasserie méditerranéenne, il faut qu'on fasse un grand restaurant, faut pas du tout qu'on fasse un restaurant sur le végétal. On va faire du végétal, mais on va faire une brasserie. Et c'est comme ça que l'aventure a démarré. Et puis Bon Vivant, pareil, ça a démarré avec Pierre. Pierre a démarré la restauration avec nous chez Beaucoup, comme d'abord runner puis chef de rang. Il a appris pendant 1 an, il a appris super vite. Après, on a créé un restaurant éphémère l'été. C'était les premiers grands contrôles. C'était le tout début du premier grand contrôle à Paris. Qu'on avait fait avec la Lune Rousse, le premier événement où on avait fait le tout premier restaurant sur les quais, et on l'a fait avec Pierre et ça a cartonné. On a vu sa volonté entrepreneuriale et donc
on devait s'associer avec un chef pour créer Bon Vivant, ça s'est pas fait et on a dit à Pierre tu veux pas nous rejoindre, il a dit banco et puis l'histoire de Bon Vivant, c'est Pierre qui l'a porté à fond, c'est sa personnalité, il est arrivé, il avait tellement envie, dès qu'il y avait quelqu'un qui rentrait dans le restaurant, il disait bonjour, bienvenue. C'est resté un peu la marque de Bon Vivant, bonjour, bienvenue. Il accueillait tellement bien les clients que l'anecdote qui est dingue, c'est qu'il les accueillait tellement bien, il leur disait toujours, c'était un peu les prémices de TripAdvisor, enfin pas les prémices, mais ça démarrait l'importance de TripAdvisor. Il disait toujours aux gens, mettez un mot sur TripAdvisor, mettez un mot sur TripAdvisor. Et les gens le faisaient. Ouais. Comme il accueillait super bien, on se retrouvait qu'avec des super notes. Et on s'est retrouvé le numéro 3 des restaurants de Paris. Devant les gastros, devant le Bristol et comme tout. Quoi, c'est quand même donc pas... on a eu des bonjour, bienvenue. On a eu des clients qui venaient en imaginant être dans un très grand restaurant, parce qu'on avait des étrangers qui venaient en disant, regarde, ils sont numéro 3 à Paris. Et en fait, ils arrivaient dans un bistrot de quartier, ils comprenaient pas les gens. C'est drôle. Parce qu'à l'époque, on faisait de la cuisine sympa, mais. Ouais, la base. Juste la bienveillance, quoi. Donc, en fait, notre croissance et notre aventure, elle est vraiment liée aux personnes. Très naturelle. Elle est vraiment liée aux gens, vraiment liée aux rencontres. Co-rencontres, en fait, je pense que c'est notre plus grande fierté aujourd'hui, vraiment. Je parle pour moi, mais je crois que Ludovic la partage. C'est que c'est pas la réussite du groupe d'avoir aujourd'hui une quinzaine d'affaires, 140 salariés, de faire plus de 12-13 millions d'euros de chiffre d'affaires, tout cumulé. C'est pas ça notre fierté. Notre fierté, c'est les gens qui nous ont accompagnés et qui ont grandi avec nous. C'est que je crois qu'on a vraiment changé la vie de beaucoup de gens. On a et la nôtre, bien sûr, ils ont aussi transformé la nôtre, mais on a, je pense à Eduardo qui est rentré avec nous juste comme chef de partie chez Grand Cœur à l'époque, jeune Argentin qui arrive en France, qui veut faire de la cuisine et qui a grandi avec nous. Il est passé de chef de partie à seconde cuisine, chef de cuisine, puis chef exécutif d'un restaurant, 2-3 restaurants. Et aujourd'hui, il est associé avec nous sur un restaurant. Il a créé son restaurant en tant qu'Argentin à Paris. Et lui, c'était son rêve. Et nous, il nous a tellement aidé à faire ça. Il nous a tellement aidé dans la cuisine. Donc, j'aurais tendance à dire que c'est génial parce que c'est une rencontre où lui, ça a été super pour lui, mais c'était aussi super pour nous. Et voilà, c'est ces échanges-là qui sont hyper agréables. On va suivre l'aventure. Merci, merci Julien. Je t'en prie. Merci Julien d'avoir pris le temps de nous raconter cette histoire. Je sais pas vous, chers auditeurs, mais moi j'aurais envie de l'entendre plus longuement parler de restauration et comme via Service Compris, l'homme a l'habitude de conseiller les restaurateurs comme il est aujourd'hui à la tête d'un groupe bien vivant. Je lui reproposerais bien de venir, peut-être avec son associé d'ailleurs Ludovic Dardennay, pour une sorte de masterclass. Julien, si t'es ok pour la rentrée, je te retrouve avec mes micros pour une deuxième tournée. Merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices, d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode, cette histoire de vie, car vous l'avez vu, on peut venir à la cuisine par tous les chemins et ce sont les rencontres et l'humain qui cristallisent la trajectoire. Écrivez-moi sur Insta, donnez-moi votre avis, vos réactions, partagez cet épisode avec les passionnés de gastronomie et de restauration qui vous entourent, celles et ceux qui se disent « Tiens, et pourquoi pas moi demain ?» Regardez, on peut couvrir un sommet sur l'environnement à Rio, monter un magazine et finir par ouvrir des restaurants, pourvu qu'on se relève les manches et qu'on ait le cœur un peu accroché, j'en conviens. Mais qui sait, ici on trouve l'inspiration et la motivation, alors peut-être demain, c'est vous que je viendrai rencontrer. Allez, je vous souhaite de passer déjà un bon week-end et je vous donne rendez-vous très vite puisque lundi c'est l'histoire d'un chef que vous retrouverez, évidemment. Alors à lundi, prenez soin de vous, cuisinez, faites le marché, allez au restaurant et parlez à la table d'à côté de votre podcast préféré. Salut!